Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo présentation de SCLS Foundation Leonard. Bon, pour le contexte, dans la dernière vidéo je vous avais expliqué toutes les modifications par rapport au projet, la modification de Matix en Aster System, la création de SCLS, etc. Et théoriquement hier, si je ne me suis pas trompé dans les dates, la première partie de SCLS a été disponible, SCLS Foundation Leonard, donc le 8 avril. Bon, pour petit rappel, SCLS signifie Simple C++ Librairie Sets et a pour but de réunir plein de librairies faites pour faciliter les développeurs C++ dans leur travail. N'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la première librairie, donc SCLS Foundation, nommée Leonard, en hommage au mathématicien Leonard Euler, qui est un gars que j'admire beaucoup, et je vais vous présenter cette librairie. Bon, cependant, la présentation aura une petite particularité, parce que en effet, c'est écrit dans le nom Foundation, c'est la base de SCLS, qui pour rappel est censée être simple, donc le code en gros est pas bien compliqué. C'est pour ça que ce que je vais faire, c'est que en même temps de vous présenter la librairie, je vais vous faire une sorte de petit tutoriel algorithme, pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc c'est plutôt destiné aux débutants. Après, si vous êtes confirmé et que vous voulez le voir quand même, allez-y. En sachant que je conseille quand même d'avoir un petit peu les bases en C++. Et donc du coup, c'est parti. Dans cette première partie, du coup, on va traiter deux des parties principales de SCLS Foundation. SCLS Foundation Core, Core pour noyau, cœur, le noyau de tous les projets Aster System, et SCLS Foundation Math, qui est vraiment pas grand du tout. Et bon, comme ça, ce sera fait. Donc on va commencer par le plus dur, SCLS Foundation Core. Si vous regardez dans la documentation, c'est découpé en deux parties, une partie debug et une partie manipulation de structure de données. Donc on va commencer par la partie debug, qui, comme d'ailleurs absolument tout dans la librairie, est contenu dans la namespace SCLS. Du coup, dans l'appel des fonctions, il faut le prendre en compte. Donc l'idée de cette partie, c'est d'aider les développeurs à débugger grâce à une fonction print, donc qui utilise le système stdkout pour afficher dans la console un type de message, la chose qui envoie le message et le message. Bon, c'est bien fait ici, j'utilise un template avec un type name, ce qui me permet de pouvoir imprimer le type que je veux. Après, c'est le compiler qui se débrouille pour bien count tout ça. Donc c'est affiché comme ça, le type, l'envoyeur et le message. Bon, il y a un petit problème dans l'encodage UTF-8 dans la console, c'est normal, j'y reviendrai après. Et le gros avantage de ce système, c'est que vous pouvez moduler les types de messages et les envoyeurs qui peuvent du coup être utilisés. Par exemple, si vous avez un gros fichier à débugger, donc par exemple ça, que vous avez des parties bugs et des parties tests, vous pouvez dire à SCLS quels types sont autorisés. Donc là par exemple seulement les tests, donc seulement les messages de type test sont imprimés. Vous pouvez faire pareil avec l'envoyeur, seulement testeur, donc du coup il n'y a que ce message là qui sera imprimé. Bon, les types autorisés, les envoyeurs autorisés sont stockés dans un vecteur de stdstring, accessible par référence via des fonctions, et qui se comporte comme tout vecteur de stdstring. Bon, et grâce à un simple algorithme de parcours, vous pouvez savoir quel type est autorisé et quel envoyeur est autorisé. En sachant que si le vecteur est vide, qu'il a été clear, alors tous les types ou envoyeurs sont autorisés. Et donc grâce à ça, vous pouvez moduler très facilement la fonction print. Bon, vous pouvez aussi ne plus rien print du tout. Vous avez un booléen statique ici canPrint, retournable grâce à une fonction, et en mettant canPrint al false, et bah du coup il va rien print, la fonction ne marche plus. Donc ça pour le debug, je peux vous le dire, ça sauve la vie. Et bon, sur une note un petit peu plus secondaire, vous pouvez choisir la séparation entre le type, l'envoyeur et le message. Donc là, bon bah j'ai mis une flèche et un machin ici. Bon, vous pouvez changer en mettant des flèches, wow, ce que vous voulez. Bon, c'est pas très important, mais ça peut être stylé si vous voulez. Donc c'est tout pour cette fonction. Bon, c'est pas grand chose, mais en vrai ça sauve la vie et fallait y penser. Surtout quand vous faites un gros moteur de jeu 3D comme moi, avec 2 milliards de trucs à débugger, là je peux vous dire, ça vous sauve. Et donc on va passer à la deuxième partie, la manipulation de structure de données. On dit comme ça fait peur, mais vous inquiétez pas, en vrai c'est assez simple, et aussi un petit peu moins rempli que ce qu'on pourrait imaginer. Bon, la raison officielle, c'est parce que cette partie de SCLS se base sur les autres parties, sauf que comme là on est en reconstruction, alors faut tout remettre à sa place et tout, donc c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que la version 0.1 est vraiment une version très bêta, très test. Et bon bref, donc si je lance la partie test, en sachant que j'ai un fichier pour ça, test.cpp, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce que permet de faire la manipulation de structure de données. Bon, on va commencer par le premier truc, la fonction string to double. Donc ça c'est simple, ça permet de convertir une chaîne de caractères en double, double, je sais pas comment on dit exactement, mais elle a une particularité. En effet, la bibliothèque standard contient une fonction qui s'appelle stod, donc qui permet de convertir n'importe quel nombre en double. Sauf que le problème, c'est que pour une raison que j'ignore totalement, sur certains ordinateurs, ces deux résultats vont donner quelque chose de différent. Des fois c'est le point qui est utilisé dans stod, des fois c'est la virgule. Bon, ça c'est un bug que j'ai découvert pendant un oral de philosophie, où j'ai utilisé ma librairie, j'avais bien le seum. Et même si à mon avis c'est pas un bug très récurrent, mais bon, les PC du lycée vous connaissez, j'ai quand même mis un petit système pour éviter que ça n'arrive, donc avec une fonction test separation character, donc il y a une fonction cachée, qui permet en gros de tester lequel des deux correspond à la bonne séparation. Donc pour ça on utilise la fonction stod avec le point, et si ça marche ça veut dire que c'est le point, sinon c'est la virgule. Et ensuite les résultats sont stockés ici, avec ici le bon caractère et là le mauvais, et du coup dans la chaîne on va remplacer le mauvais caractère par le bon, ce qui permet de régler ce bug. Bon, pour la portativité ça c'est vraiment cool, bon, en sachant que sur mon PC c'est un point, bon sur le PC dans mon lycée du coup c'est une virgule, donc une petite feature ça c'est cool. Bon, après ça on va rester sur les chaînes de caractères, avec toutes les fonctions dédiées aux chaînes de caractères. Bon, c'est pas des fonctions très compliquées, et c'est des trucs qui sont, voilà, et même en vrai des trucs assez basiques, que vous avez par exemple en Python et tout ça, bon il n'y a pas en C++ malheureusement,
malheureusement. On va commencer par la plus compliquée à mon avis quand même, enfin une des plus compliquées, char arrow to string, donc qui convertit un tableau de char constant en std string. Bon pour ça pas compliqué, hein. On va dans le tableau, on prend tous les caractères, on le met dans std string et hop voilà. Bon ça c'est cool pour les fonctions qui datent de 98 et qui utilisent encore des tableaux de char, bon, quoique je vais pas faire le malin parce que je les utilise aussi. Ensuite on a une autre fonction, contains, contient, et qui retourne très simplement si une chaîne de caractères contient une partie dans sa chaîne de caractères. Bon pour ça l'idée ça va être de parcourir toute la std string et à partir des caractères on va construire un mot donc qui fait la taille de la partie à vérifier si elle est dans le std string et si ce mot est égal à la partie à vérifier ben, ça veut dire qu'elle y est. Bon c'est un petit peu le bazar mais ça marche assez bien quand même donc c'est cool. Et il y a aussi la même fonction mais pour les vecteurs et une autre fonction dans le même genre qui s'appelle count qui utilise exactement le même algorithme sauf que dès qu'elle trouve la partie au lieu de retourner true elle va juste augmenter de 1 un nombre occurrence et ce nombre qui va être retourné juste après donc count qui veut dire compter. Et encore une fois, il y a la fonction similaire mais pour les vecteurs. Bon, vous aurez peut-être remarqué que la fonction est soulignée en vert, tout simplement parce qu'elle est déjà dans la bibliothèque standard, mais en plus compliqué. Là au moins avec SCLS c'est beaucoup plus simple. Ensuite on a un truc qui est ultra utile, la fonction cutString, qui va prendre std string, une partie de std string, et qui va couper ce std string au niveau de la partie, et le retourner dans un vecteur. Donc pour ça on utilise le même algorithme que vu précédemment, mais là au lieu de retourner false ou de faire quelque chose, on prend juste toute la chaîne depuis le début, ou du moins depuis la dernière occurrence de la partie à couper, on s'arrange pour avoir que le nécessaire, on le rajoute au vecteur et après on le retourne. Bon, l'algorithme là est un petit peu plus compliqué pour être honnête, parce qu'en plus à la fin, si on a une partie à couper, du coup c'est un peu le bazar, donc faut vérifier ensuite pour voir si on l'envoie ou pas, bon voilà. Bon moi je l'ai appelé cutString pour être original, même si je le suis pas en vrai. Et bon cette fonction est plus connue sous le nom de split. Bon vous avez quelques autres paramètres, comme erasBlunk, s'il est à true et que deux parties à couper se suivent, donc la partie au milieu est vide, si ça c'est à true, et ben cette partie n'est pas rajoutée au vecteur et si c'est à false, elle est rajoutée. Donc un exemple, c'est juste ici, on a la phrase là, représentant 3 chars de combat. Bon ben là, si on coupe ici, avec ce caractère là, ici on en a un vide, là c'est à false, s'il est gardé, et là c'est à true, il est enlevé. Et le dernier paramètre, même chose mais à la fin, s'il est vide, est-ce qu'on le garde ou pas. Bon on va passer à une fonction un peu plus chill, joinString, donc qui prend un vecteur de std string et une séparation, et qui va mettre tous les std string du vecteur à côté, avec entre eux la séparation, et qui la retourne. Voilà, c'est déjà vous voyez le truc beaucoup plus simple. Donc par exemple une utilisation ici, si vous prenez tout ça, avec une séparation égale à un petit trait, bah ça donne ça. Pas grand chose de plus à rajouter sur cette fonction. Ensuite on a lowercase string, qui a été fait un petit peu à l'arrache, je vais pas vous mentir, mais qui en gros prend une chaîne de caractères, et si elle a des caractères en majuscules, et ben elle les met en minuscules. Donc bon pour ça on utilise de l'ASCII, UTF-8, appelez ça comme vous voulez. Les caractères majuscules c'est entre 65 et 90, et si vous rajoutez 32 au nombre ASCII, et ben vous avez les caractères mais en minuscules. Ça c'est cool, merci les mecs qui ont fait ASCII pour avoir fait un truc aussi simple. Ensuite on a la fonction replace, qui prend une chaîne de caractères, une chaîne à remplacer, et ce par quoi la remplacer. Donc en gros ça remplace tous les toReplace dans le str par new str. Donc bon pour ça c'est un enchaînement tactique de fonctions déjà vues auparavant, donc cutString et joinString. Bon celle-là aussi elle sauve la vie parce qu'elle permet d'économiser beaucoup de temps, donc tant mieux. Et finalement les dernières fonctions qu'on va voir, qui sont un peu à double tranchant en vrai, c'est toUTF-8, donc de deux types, on va en voir qu'une seule parce que bon c'est quasiment la même chose. La première qui prend un tableau de char constant et qui retourne à un std string, et l'autre qui prend un std string et retourne à un std string. Alors à quoi sert cette fonction? Tout simplement si comme dans mon cas, au moment d'afficher par exemple sur la console un accent, vous pourriez avoir ça. Par contre si je mets l'UTF-8, vous avez un truc différent, donc qui est toujours pas l'accent que vous avez demandé, mais qui en tout cas représente un caractère et pas deux. Bon ben ça c'est grâce à cette fonction, qui va en gros prendre un caractère, donc encodé, bon, en général c'est en ASCII, et qui va le transformer en UTF-8. Bon pour ça il y a tout un système qui permet la conversion de l'ASCII simple en UTF-8, donc en sachant que là c'est avec du binaire, donc des opérations binaires très bas niveau, qui permet de transformer des caractères bizarres en UTF-8. Bon en général si votre code est bien encodé, UTF-8 et tout, vous ne devrez ne pas y avoir besoin. Bon sauf que des fois, comme dans mon cas, ben c'est pas le cas, et on est obligé de l'utiliser. Bon pour la petite histoire, ici on a un U et pas un E comme j'ai demandé, tout simplement parce que la console elle, ben j'ai aucune idée de ce qui est supporté dessus, mais en tout cas pas ce que je veux. Mais en tout cas le système marche puisque sur des images ça affiche bien ce qu'on veut, là c'est juste la console qui fait n'importe quoi. Donc bon pour ça je vous conseille avant d'utiliser cette fonction, de vérifier votre encodage précisément, donc avec un print. Si vous avez un seul caractère c'est que c'est bon, donc il n'y a pas besoin de la fonction. Si par contre vous en avez plusieurs comme ça, c'est que vous devrez l'utiliser. Bon ça c'est un petit peu dark, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué, mais bon vous inquiétez pas, juste à faire le test et après ça devrait aller. Bon et pour finir on va aller sur la partie maths de SCLS, bon qui pareil est pas beaucoup creusé, tout simplement parce que j'ai pas encore incorporé les trucs de maths que je voulais mettre, mais je les mettrai dans les prochaines versions. Déjà il y a que 3 fonctions, on va commencer par la plus simple, signe qui retourne juste un multiplicateur pour le signe d'un double, donc moins 1 ou plus 1, et c'est tout. Ouais je me suis pas embêté là. Une autre qui s'appelle normaliseValue, qui normalise le nombre entre min et max. Bon en gros c'est un modulo un petit peu amélioré on va dire, en sachant que min et max sont inclus, donc si min c'est 0 et max par exemple 255, ça veut dire que la valeur sera
aura entre 0 et 255, les deux inclus. Donc par exemple 256 ça donnera 0. Et finalement on a la PAF fonction, PAF, je sais pas comment on dit, qui est une fonction utile en gros pour faire du décryptage PNG. Bon voici l'algorithme pris du World Wide Web consortium du site. Bon je sais pas exactement comment marche cette fonction, mais en tout cas ça marche pour le décryptage PNG. Mais ça je vous en parlerai quand je vous parlerai de SCLS Image, Michelangelo. Et bon pour ça on a encore le temps. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que je vous aurai appris des choses. Bon c'est que la partie 1, dans la partie 2 je rentrerai du coup dans Binary et dans File. Binary qui est assez complexe en vrai, donc bon, va falloir s'accrocher. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous liker et à vous abonner à la chaîne. Je mettrai tous les liens des réseaux, de la bibliothèque, du site web, tout ça pour permettre d'accéder à la librairie et tout ça. En tout cas, si vous avez un quelconque problème avec, n'hésitez pas à nous contacter. Tout est sur le site web, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais bon bref, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation d'un codage UTF-8, et sur ce, je vous dis à plus.